Après la collection, Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Qui comprend son fascicule de présentation. Son livre 1, Le dernier regard en 2 tomes. Son livre 2, Les fictions de la science en 2 tomes. Son livre 3, L'insouciance de la conscience en 2 tomes. Son fascicule d'expertise. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 et aussi en collection luxe tout en couleur. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et également la seconde collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 ou en livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Nous vous proposons maintenant le dernier ouvrage, Humanoïde du même auteur-éditeur. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société humaine? Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société humaine est organisée. Pourquoi elle est organisée de cette manière? Par qui elle est organisée? Pour qui elle est organisée? Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans ce dernier ouvrage. Humanoïde. Chapitre 38. Sur l'ordonnance du hasard. Le sens du hasard. Si l'univers physique est ordonné, c'est qu'il a un sens. Au contraire, s'il devait être considéré comme le résultat du hasard, sa réalité serait totalement absurde. Absolument tout ce que nous pouvons visualiser, sur un écran d'ordinateur, n'est que le résultat d'un encodage numérique. De la même façon, tous les objets qui nous entourent et qui nous apparaissent matérialisés, ne sont que le résultat de l'organisation des molécules d'abord, de celle des atomes ensuite et d'un hypothétique encodage des particules enfin. C'est en réalité l'encodage des interactions de ces particules qui définissent tout notre environnement. Les principes d'incertitude et l'indétermination quantique ressembleraient à une pensée globalisée. Le chaos apparent des choses et des événements pourrait être aussi organisé qu'une partition de musique. Tout serait alors programmé par une information. À fin d'illustration, il suffit de prendre en considération le nombre, pi, qui à lui seul, contient le passé et le futur de l'univers sous sa forme numérique. Il s'agit, parmi une myriade d'autres nombres, d'un nombre inconcevable, apparenté à un être numérique. Notre univers physique apparaîtrait construit d'après un code numérique très précis. En comparaison, le nombre pi serait un nombre compressible et sans désordre alors que pour l'univers il s'agirait de beaucoup de complexité. Toutefois, pi pourrait être l'élément qui devrait nous permettre de comprendre ce que signifie l'univers dans son entier et où tout serait déterminé. D'autres nombres tels que le nombre d'or ou le nombre oméga représentent aussi des énigmes. Autrement dit, tous les phénomènes observables pouvant apparemment résulter du hasard seraient tout simplement parfaitement structurés dans un ordre défini et caché. Tous les phénomènes que nous observons, que nous considérons comme des résultats de hasard, ne seraient en réalité que des conditions que nous ne comprenons pas. L'évolution d'un système ne pourrait nous être compréhensible que si nous en connaissions les conditions initiales. L'imprévisibilité des évolutions est simplement liée à notre incompétence à connaître l'initialisation des conditions préalables.
Tout phénomène ne serait qu'en apparence chaotique, à cause des attracteurs étranges qui sont des objets mathématiques abstraits également appelés des équations différentielles. Comme dans toute composante fractale, la partie initiale est identique au tout. Tout phénomène, dont l'apparence est aléatoire, serait parfaitement structuré dans des modèles, dont le résultat apparaît chaotique, mais correspondrait à une exigence d'universalité. Il s'agirait donc bien d'un encodage des phénomènes inexplicables. À titre d'exemple, π, qui est le rapport constant entre la circonférence d'un cercle et son diamètre et dont la définition numérique est infinie, contiendrait la définition numérique de l'univers, si nous considérions que celui-ci est fini. Tout existerait, sous un ordre mathématique précis, bien qu'insaisissable. Tout hasard apparent serait tout simplement le résultat d'une décision initiale. Le nombre, oméga, lui-même, dans son apparence d'imprévisibilité, ne serait pas non plus aléatoire. Ce nombre contiendrait des informations qui ne nous seraient pas accessibles. Tous les systèmes paraissant logiques ne seraient qu'inéluctablement incomplets. Le défaut d'information en serait la cause essentielle. Il convient de préciser que les particules seraient reliées entre elles par un effet de l'information. L'information les caractérise et les relie l'une à l'autre instantanément sans contrainte d'espace ni de temps. Le hasard serait tout bonnement programmé. Des structures mathématiques ordonneraient chaque phénomène. Un changement brusque et radical de la matière s'appelle une transition de phase. Plus la matière est chaude et plus elle gagne en symétrie. À l'inverse, plus la matière est froide et plus elle perd en symétrie. Lorsque la matière cesse radicalement de se comporter logiquement, elle s'oriente vers ce qu'on appelle la superfluidité. En changeant d'état, la matière devient plus informée, c'est-à-dire que lorsque son énergie baisse, l'information augmente, c'est ce qu'on appelle la singularité cosmologique. Le point zéro, situé à la naissance de l'univers, s'appelle la singularité initiale de l'espace-temps, c'est le temps de l'information. Cette nouvelle compréhension de notre univers le situe dans un état de supersymétrie. L'entropie de la matière, c'est-à-dire son désordre, ainsi que la singularité initiale ne peut s'obtenir qu'au zéro absolu, soit en dehors de l'espace-temps. L'univers se serait donc ainsi créé au moment de la singularité initiale, dans une zone de pure information, dépourvue de matière et uniquement numérique. Il s'agirait tout simplement du code génétique de l'univers, un code cosmologique. La complexité de son état viendrait ensuite, pour se terminer par un ordre finalisé avec une sortie de l'espace-temps. Le champ scalaire, qui est un nuage de nombres, considère qu'avant le Big Bang, il existerait un temps imaginaire et aussi une énergie imaginaire. Cela préciserait qu'à un instant zéro, qui précéderait le point de départ de l'univers, il n'y aurait que de l'information. Cela concernerait un encodage précis des futures propriétés, à l'intérieur duquel se trouverait la totalité de l'univers à venir. La source de l'univers physique résulterait donc d'une information primordiale précisément encodée, ce qui est également appelé une transition de phase. Autrement dit, la singularité initiale résulterait du code cosmologique, qui ne serait rien d'autre qu'un rigoureux programme mathématique, mis sous une forme d'information infinie, comparable au code génétique du monde dit vivant. L'univers pourrait être structuré et ordonné par une information cosmologique primordiale, appelée aussi le fond diffus cosmologique. Très bien, mais alors d'où a surgi ce volume d'informations infinies ? Ne serait-ce pas le cas du nouveau-né qui a reçu les informations génétiques de la lignée de ses parents pour en faire un être à part entière? Et que devient la conscience ? Les études sur la conscience sont toujours considérées comme des parties intrinsèques de la philosophie. La conscience est un sujet considéré comme trop subjectif, pour pouvoir être abordé d'un point de vue plus scientifique. La conscience pourrait-elle être abordée à partir de l'étude sur les processus de la pensée? La conscience peut être examinée auprès d'un sujet et aussi auprès d'une collectivité. Est-il possible de pouvoir envisager de décoder la conscience? Vouloir traiter la conscience consiste d'abord à considérer que l'esprit serait indépendant de la matière.
Il s'agirait donc de deux domaines différents devant être étudiés séparément. Est-il, pour autant, possible de décoder la conscience? Connaître, si à certains moments, dans la vie quotidienne, elle peut agir à l'insu d'une personne ou d'un collectif, pourrait en être une démonstration. Il s'avère que le cerveau établit des correctifs, à partir de ce que nous percevons. L'habitude est d'admettre qu'il s'agit d'une conséquence de l'inconscient, comme le réflexe de respirer, même en dormant. Pourtant, la conscience, qui détiendrait un volume extrêmement considérable d'informations, serait en fait à l'origine des processus. Scientifiquement, ce sont l'électro- et la magnétoencéphalographie, parmi d'autres techniques, qui actuellement permettraient de comprendre le fonctionnement de la conscience et de son influence sur le vivant, à partir des activités cérébrales. Toutes ces études qui permettraient d'établir la présence de la conscience et de son action sur les personnes sont appelées la science de la conscience. Le cerveau contiendrait de nombreuses zones spécialisées dans le traitement des informations. La prise de conscience correspondrait à l'analyse d'une information spécifique à destination d'une zone neuronale distincte. Dans le même temps, la zone globale permettrait de diffuser l'information reçue à destination des autres zones du cerveau. Elle devient alors disponible à l'ensemble des zones. La conscience agirait en répartiteur des informations en fonction d'un pré-tri prioritaire, sans exclure la totalité des informations. Il s'agirait là d'une architecture centralisée capable de définir ce qui est important à traiter, sans exclure quoi que ce soit des informations reçues. Ce phénomène du traitement de l'information par la conscience ne concerne pas que le traitement des informations reçues par les sens. Le fonctionnement de la conscience semble ne devoir jamais s'interrompre. Des états d'activité globale auraient été observés, en dehors de tout stimuli extérieur. Un flux de conscience permanent, en éveil comme en sommeil, apparaît ainsi fonctionner. Il aurait également été démontré qu'un flux d'activité perdurait dans un état artificiel d'endormissement, par anesthésie. Il en irait de même en phase expérimentale d'un état d'hypnotisation. Certains états de coma ou de vie dite végétative, étudiés sembleraient également pouvoir démontrer l'existence d'une conscience. À quoi servirait la conscience, d'un point de vue scientifique? À rien. Ne serait-elle qu'un épiphénomène? La conscience pourrait d'abord être un répartiteur d'informations à travers le réseau cérébral. Elle pourrait aussi être une zone de réparation des erreurs enregistrées. Il y aurait, en fait, un circuit de contrôle du traitement des connaissances. Il y aurait aussi des zones de comparaison dans le traitement des informations qui seraient autant de points objectifs sur la réalité de la conscience et de son évidente utilité. La science pourrait, là aussi, démontrer qu'aucun domaine ne puisse lui être inaccessible. Concordance entre vérité et réalité. Le terme de vérité serait des plus ambigus. En effet, nous avons tendance à considérer que ce que nous croyons être la vérité, serait aussi la réalité. Considérer que quelque chose est vrai, c'est constater son existence matérielle. Oui, mais quelles sont justement sa forme, son apparence, sa consistance? Sa forme apparente est-elle vérité ou réalité? Affirmer que quelque chose est vrai ne veut pas dire qu'il s'agit de sa réalité mais plus exactement de son apparence. Or cette apparence ne correspond pas à la composition réelle de l'objet désigné. Il ne s'agit que d'une vision offerte par nos sens. Lorsque nous observons le même objet dans sa composition atomique, sa réalité n'a plus rien à voir avec sa vérité apparente. La vérité se définirait plutôt par la cohérence de la pensée avec elle-même. La conformité du rapport de la vérité à la réalité ne peut être évaluée immédiatement. La conception dogmatique de notre société humaine envers la vérité n'est pas étrangère à cette confusion entre vérité et réalité. La réalité n'est pas ce qui est vu mais ce qui est enregistré et ensuite divulgué. C'est cette interprétation qui crée la confusion d'abord. La vérité ne serait plus qu'une conformité à ce qui est dit. Seule la correspondance exacte de quelque chose, dans tous ses attributs, peut légitimement correspondre à la réalité. Cela revient à dire que des principes rationnels de connaissance ne seraient que des habitudes liées aux répétitions similaires des constats aléatoires.
Notre esprit aurait ses propres conceptions de ce qui nous entoure en les considérant comme réelles puisqu'il les voit toujours ainsi. Les vérités pourraient n'être que des illusions qui cacheraient la réalité des choses ou des événements. Les vérités seraient à classer dans le langage et la connaissance qui leur sont octroyés, pendant que la réalité concernerait la structure des choses ou des événements qui nous sont cachés a priori. La difficulté, dans l'interprétation de la vérité, c'est que la réalité nous reste cachée. La réalité n'est pas directement représentée. La confusion entre vérité et réalité vient exclusivement de cette difficulté dans l'analyse des apparences. La vérité n'est qu'une représentation de la réalité, qui elle, serait tout autre chose. Des mises en scène. Supposons que vous soyez un directeur artistique qui crée une pièce de théâtre. Vous organisez une histoire dont vous désirez aussi qu'elle soit jouée par vous-même en qualité de comédien. Votre rôle sera d'amener le plus d'exactitude possible dans les divers jeux théâtraux. Un environnement y sera également constitué. Ce même directeur comédien, que vous êtes, peut aussi jouer plusieurs rôles dans une même pièce théâtrale. Supposons maintenant qu'un même metteur en scène comédien décide de jouer plusieurs rôles simultanément à différentes époques, avec des décors à chaque fois adaptés. Ces pièces théâtrales seraient créées par la même personne. Ces scènes diverses, qui ont été créées et qui ont été jouées, constitueraient aussi un environnement. Cet environnement entourerait ainsi une personnalité globale. Or, si vous assistez à une pièce qui est jouée dans une époque considérée, celle où vous vous trouvez actuellement par exemple, vous ne pouvez pas avoir la notion des pièces qui sont vécues ailleurs, dans le même laps de temps. C'est comme si l'on demandait à un musicien de jouer plusieurs partitions dédiées à plusieurs instruments, en simultané avec un même instrument. C'est tout simplement parce que notre réalité multidimensionnelle ne nous est pas compréhensible. Il nous apparaît donc invraisemblable de pouvoir vivre plusieurs existences dans un même laps de temps et encore moins de pouvoir les vivre dans diverses zones existentielles divergentes de notre environnement actuel. Il nous apparaît ainsi que le temps, tel que nous le concevons, ne serait pas une suite d'instants précis. Il s'agirait simplement de conventions communément admises. Nous serions limités par notre corps physique, notre temps, notre espace et notre perception. Notre conception des instants, qui se succèdent à partir d'un début vers une fin, ne serait, là aussi, qu'un leurre et non une réalité. La personnalité multidimensionnelle permettrait de créer les conditions permettant de fonctionner. Le savoir et la connaissance résulteraient de cette situation. Chaque acteur, que nous sommes, est apte à comprendre son rôle et la nature de la pièce jouée. Chaque existence tridimensionnelle permettrait à chaque personnalité, ainsi multidimensionnelle, d'apporter sa contribution dans l'élaboration de l'ensemble. La compréhension de cette existence multidimensionnelle permet une élaboration plus complète du rôle devant être réalisé. En d'autres termes, plus nous permettons à notre personnalité multidimensionnelle d'interférer et plus nous pouvons devenir créatifs et intuitifs sur nos projets et leur réalisation. Il y aurait ainsi une dimension, multidimensionnelle, de la conscience dans d'autres réalités. La conscience chercherait à se matérialiser dans les dimensions exponentielles de la réalité. Cela permettrait à divers aspects de la conscience de pouvoir se réaliser. La personnalité serait une énergie spirituelle et individuelle matérialisée par la conscience. La conscience n'est pas inerte, elle a constamment besoin de créer, de comprendre et d'accomplir afin de pouvoir concevoir la personnalité multidimensionnelle dont elle découlera. L'existence tridimensionnelle apparaît comme le passage obligé, pour ce qui nous concerne. La combinaison des ensembles permettrait d'obtenir de nouveaux systèmes de réalité. Il s'agirait là, d'une prise de responsabilité nécessaire à toute conscience individuelle. La réalité physique ne devrait alors être considérée que comme un camouflage. Tous les aspects de l'univers physique ne seraient que des camouflages et des réseaux psychiques imbriqués. Chaque élément serait ainsi composé de particules de conscience. Chaque atome, chaque molécule et chaque cellule posséderait sa propre conscience. Il en va ainsi pour toutes les compositions physiques.
Il existerait cependant des méthodes de perception permettant d'accéder au-delà des décors des camouflages. Nos sens physiques feraient eux aussi partie intégrante des camouflages. Il est évidemment très difficile d'échapper au piège du camouflage lorsqu'on est soi-même camouflé. Il convient, pour cela, de détourner son attention, même temporairement, en faisant abstraction des sens physiques pour pouvoir accéder à d'autres niveaux de vision. Il est extrêmement déroutant de chercher à se rappeler de certains de nos rêves lorsqu'ils nous sont encore accessibles. Leurs réalités sont très déconcertantes si nous essayons de leur trouver une valeur compréhensible à notre environnement physique. Il se pourrait que la conscience possède des attributs de communication que la personnalité ne parviendrait pas à comprendre. Prenons l'exemple d'une personne qui ne posséderait aucun de nos 5 sens que sont la vision, le toucher, l'odorat, le goût et l'ouïe. Supposons qu'à un instant précis, tous ces sens lui soient accessibles, quelle serait alors sa compréhension d'un tel environnement par rapport à celui qu'elle s'était imaginé auparavant? Où pourrait-elle donc situer son véritable environnement? Nous avons appris à fonctionner avec notre environnement dès notre naissance. Supposons que nous ayons d'autres sens, dont nous n'avons pas connaissance et que nous soyons soudainement capables de les utiliser. Notre compréhension de notre environnement serait évidemment très différente de celle que nous connaissons. De nouvelles dimensions de la conscience seraient sans doute susceptibles de nous apparaître. Si nous acceptions l'idée d'une pluralité des existences, il conviendrait de prendre en considération qu'au-delà de notre aspect physique et de notre personnalité, il puisse exister une valeur de conscience immatérielle. Elle serait tout simplement la consécration de nos acquis. Tout, à partir de l'acceptation de la conscience, permet d'accéder vers d'autres domaines de la personnalité multidimensionnelle de chacun d'entre nous. Nous posséderions de nombreux vecteurs d'information. Les sentiments et les pensées seraient ainsi véhiculés par différents moyens. Il y a toute une symbolique qui est utilisée pour que nous puissions transmettre des émotions. Il se trouve que les objets feraient aussi partie de la panoplie des symboles utilisés. Ils serviraient simplement à transmettre des informations. La véritable information ne se trouverait pas plus dans les objets ou les symboles qui servent à écrire. Leur entourage permettrait seulement d'améliorer la communication. La véritable nature des objets physiques qui nous entourent n'est pas celle qui nous est proposée. En conséquence, la matière physique ne peut être comprise que si l'on parvient à faire abstraction de son apparence. Il conviendrait de comprendre quelles sont les capacités de création de chacun, pour pouvoir comprendre que les objets physiques qui sont côtoyés résulteraient de la création d'un ensemble de volontés. La matière devrait être considérée comme un moyen supplémentaire et complémentaire de la communication. Il nous est très facile de comprendre que nous communiquons à l'aide des mots. Il est plus difficile de comprendre que la personnalité individuelle puisse être expliquée par son environnement. Chaque élément de l'entourage physique véhiculerait de l'information. Selon ce principe énoncé, les aspects caractéristiques particuliers de notre environnement physique résulteraient de notre propre existence physique et de la manière dont nous nous focalisons à son égard. Aussi des entités non physiques peuvent parfaitement coexister avec notre proximité. Des consciences parfaitement indépendantes sembleraient nécessairement partager notre espace sans remarquer la présence de quelconques objets. Leur réalité serait simplement constituée d'une structure de camouflage différente des nôtres. Chacun ignore l'aspect de l'autre. Nous savons que chaque élément présent dans l'univers physique représente une quantité certaine d'énergie. Toutes ces sources d'énergie ont une incidence sur notre réalité physique puisque nous représentons nous aussi une certaine dose d'énergie. Notre santé et notre vitalité dépendent des sources d'énergie qui nous composent et qui nous entourent. Cela est également vrai pour toutes les autres formes de la vie physique. Au niveau de notre planète, le minéral, le végétal et toutes les autres formes animales représentent aussi des zones d'énergie. Nos équations mathématiques nous aident aussi à comprendre ces réalités. Il se pourrait également que des zones de coordination soient plus favorables que d'autres à l'épanouissement des sensibilités de chaque structure physique. Les intensités affectives influeraient sur ces zones de coordination.
Les expériences subjectives de chaque conscience seraient automatiquement et immédiatement résumées en unités de champs électromagnétiques. L'identité de chaque personne évolue en permanence et elle est indestructible. C'est ce qui correspond à la personnalité dont la conscience est l'élément principal. Cette identité est multidimensionnelle. C'est l'expérience qui l'a fait évoluer. Il existerait des zones psychiques et psychologiques qui lui apporteraient des informations. La métempsychose serait certainement l'élément essentiel à chaque personnalité pour lui permettre de progresser, à travers divers modèles d'expériences et d'expérimentation. Comme il y a des agglomérations de matière et de cellules, il y aurait aussi des agglomérations de conscience. Chaque conscience, comme pour chaque cellule, aurait ses propres capacités et ses propres compétences. Les sens physiques permettent la compréhension de l'environnement physique. Ils permettent de comprendre les champs d'énergie qui s'appliquent à cet univers. Cependant, il convient de savoir que les principes qui font partie de la réalité physique sont intrinsèquement liés aux lois qui régissent cet univers physique. La conscience, qui est une partie intégrante de chaque personnalité, ne dépend pas que des perceptions physiques, mais aussi d'événements mentaux. La conscience n'a pas besoin que des sens physiques pour expérimenter. Les phases de sommeil permettraient aux zones d'expérimentation de se figer et de modifier, en fonction de la compréhension initiale des expériences réalisées dans l'univers physique. La conscience enregistrerait toutes ces modifications. Il s'agirait de sphères d'activité, dans lesquelles de nouvelles formes de conscience s'organiseraient. Les incidences de la personnalité sur la conscience et vice-versa restructureraient chaque individu en permanence. Ces deux éléments agiraient comme un champ électromagnétique générateur de probabilités qui participerait à l'identité. Chaque corps physique serait un champ énergétique qui est conscient de son appartenance à une conscience indépendante des autres corps physiques qui l'entourent. C'est ce que nous appelons une identité. Dans un même ordre de raisonnement, la conscience est consciente de son identité. Comment un tel champ électromagnétique peut-il prétendre être indépendant des autres champs qui l'entourent et comprendre qu'il a une identité? La personnalité, la conscience et l'identité apparaîtraient ainsi indissociables. Cet ensemble constituerait les fondements de chaque individu, mais pas seulement. Tous les éléments constitutifs de l'univers physique procéderaient de la même analyse pour aboutir aux mêmes conclusions. Ce qui apparaît bien plus difficile à comprendre, c'est que ces ensembles énergétiques seraient imbriqués les uns avec les autres. Ils seraient indissociables. Notre existence actuelle, dans l'univers physique, nous impose des considérations très étroites par rapport à la réalité psychique de l'événement. Le conscient et l'inconscient s'y côtoient sans discernement. Or, l'étendue de nos perceptions est très limitée. Nous ignorons les capacités qui se situent en dehors des considérations retenues dans le physique. Très peu de personnes ont la capacité d'une exploration spirituelle personnelle. Nous n'avons une perception de nous-mêmes que dans cet univers physique qui nous entoure. La forme que nous représentons résulte de notre identité qui est un concentré énergétique. Elle serait le résultat de vibrations d'intensité variable réalisant la construction structurelle que nous sommes. Nous pouvons appeler cette situation un hypersystème de réalité. Il pourrait s'avérer que notre conscience soit capable de gérer des concentrations d'énergie à différents niveaux énergétiques. La conscience pourrait réaliser des formes de nature très différentes de celles réalisées dans l'univers physique. Notre représentation de l'espace serait simplement tronquée par notre incapacité à percevoir ce qui n'est pas d'ordre physique. Cela suffirait peut-être à pouvoir comprendre que la conscience serait non seulement indestructible, mais qu'au contraire elle aurait des capacités de se réaliser en bien d'autres lieux que dans l'univers physique. À l'évidence, d'autres réalités existent en dehors de nos perceptions actuelles du physique. Certaines personnes semblent avoir des capacités particulières de perception qui ne sont pas admises par le modèle cartésien de notre compréhension. Pour pouvoir admettre cette évidence, il suffirait de nous référer à ce que nous observons auprès d'un ruisseau. Si nous montons sur une colline toute proche, nous pourrons alors apercevoir que ce ruisseau se jette dans une rivière dont nous ignorons les capacités.
Les zones de perception de notre conscience peuvent s'évaluer à des capacités bien supérieures de compréhension qu'à notre seul environnement. Nous pourrions en effet avoir des capacités de perception extrêmement supérieures à celles que nous nous accordons. Il se pourrait que nous soyons impliqués à d'autres niveaux de compréhension sans en avoir une perception directe. Notre attention est beaucoup trop souvent orientée vers notre environnement immédiat. Il se pourrait aussi que notre conscience et peut-être aussi notre identité, ainsi que, pourquoi pas, notre personnalité ait à en pâtir. La multidimensionnalité de cette identité pourrait nous impliquer dans bien d'autres zones de réalité. Notre construction physique ne serait qu'une manifestation particulière, une apparence, de ce que nous pourrions être à partir d'autres réalités, avec d'autres formes. Il n'y aurait pas de séparation dans les zones de la conscience, mais seulement des modèles non perceptibles en notre état actuel. Sans doute, certaines personnes ont-elles plus d'aptitudes particulières que d'autres à pouvoir se référer aux différentes zones de leur conscience. La créativité serait donc multidimensionnelle. Elle serait susceptible de chercher ses références dans les zones improbables de la conscience. Des compétences particulières sont observables chez certaines personnes. Elles ne seraient pas seulement attribuables à un savoir acquis, à une culture ou à un modèle de société. Elles seraient d'une façon plus surprenante liées aux capacités propres à savoir puiser dans les méandres de leur conscience. Chacun d'entre nous peut faire des expériences personnelles à partir de ses rêves. Pour les personnes qui parviennent à canaliser le sens de leurs rêves, c'est souvent l'incohérence qui prévaut. Il semblerait que le rêve soit un processus psychologique et psychique qui serait déformé volontairement dans sa finalité, par un souci de censure volontaire de la conscience. Il y aurait un refus de vouloir prendre en considération tout ce qui apparaît contraire au réalisme du physique. Le rêve serait pourtant le seul accès qui permettrait de comprendre la multidimensionnalité de l'identité, de la personnalité et de la conscience. Les rêves qui procèdent de la prise en considération des zones psychiques en relation directe avec les activités quotidiennes sont plus facilement compréhensibles. Le processus des camouflages ne s'effectuerait pas. Il est particulièrement difficile de prendre en considération la valeur et l'utilité des rêves. Le retour à l'éveil nous replonge dans le processus logique de la vie physique quotidienne. Le sommeil permettrait donc d'entrer en communication avec les autres zones de notre identité. Des zones du sommeil pourraient permettre de communiquer aussi avec d'autres niveaux de réalité. Des processus mentaux seraient ainsi déclenchés afin d'obtenir des mises à disposition pour les autres parties de notre identité qui seraient situées dans des réalités différentes. Une inversion des processus empêcherait la mise en œuvre de ce que nous considérons comme le libre arbitre. Cette situation paradoxale pourrait correspondre à une impérative nécessité d'un développement programmé. Toutefois, cette implacable vérité n'est évidemment pas valable pour toutes les personnes. Les capacités de chacun sont fonction du niveau spirituel ayant pu être atteint. Les niveaux de la conscience varient obligatoirement d'un individu à l'autre. À chacun ses capacités, dans tous les domaines, y compris ceux du psychisme. La vie, telle que nous la vivons dans l'univers physique, pourrait n'être qu'un stade préparatoire vers plusieurs autres niveaux de la conscience. Les rêves seraient un symbolisme nécessaire aux facultés de la conscience. La spiritualité individuelle serait une composante de l'identité de chaque personnalité, cependant que la conscience en serait indépendante, bien que liée. La naissance, dans l'univers physique serait un état de devenir dont la conscience et la mort feraient partie intégrante du processus. La conscience quitte simplement un amas de cellules en cours de transformation. Précédemment focalisée sur la réalité physique, elle devient spontanément focalisée dans un autre système de réalité. Le passage d'un état physique à un état purement spirituel se ferait d'une manière continue. La conscience ne distinguerait pas de différence entre son état dans le physique de son état dans le spirituel. La transition est généralement immédiate et facile. Toutefois, les rapports avec les entités qui nous accueilleraient seraient d'une nature complètement différente en comparaison avec ceux de l'état physique. C'est une relation par télépathie qui s'instaurerait immédiatement.
Les sentiments seraient immédiatement visibles, sans supercherie possible. La régénérescence permanente et totale de notre structure physique peut nous faire comprendre que l'agglomérat atomique, moléculaire et cellulaire ne représente qu'une apparence de ce que nous sommes. Notre structure réelle ne serait pas qu'un composé physique. La transformation des composants de l'organisme physique ne correspondrait pas à ce que représente l'identité de chaque personne au regard de sa conscience. La conscience n'est pas dépendante de la construction tridimensionnelle de son apparence dans l'univers physique. Lorsque la conscience individuelle quitte le corps physique, cette conscience liée à chaque atome, à chaque molécule et à chaque cellule n'est pas modifiée. Le processus des changements dans l'organisation de notre corps physique, en perpétuel renouvellement, ne nous serait pas perceptible. La transition serait identique en ce qui concerne le processus de changement au moment de quitter définitivement notre corps physique. Toutefois, ce processus est fonction de chaque personnalité. La conscience de chaque identité varie selon les expérimentations réalisées au cours de son existence physique achevée. Ce que nous appelons la mort n'est que le passage d'un état vibratoire dans un autre état vibratoire qui ne serait à chaque fois que transitoire. Son acceptation sera d'autant plus facile dès lors que nous sommes sensibilisés à cet inexorable transfert. Les circonstances du passage d'un état à l'autre peuvent provoquer un désarroi et une incompréhension. Les émotions sont fonction du niveau de perception des réalités et de la valeur individuelle de chaque conscience. Les conditions du nouvel environnement qui succède à la fin de la vie physique, souvent déroutantes, sont amoindries par la présence de personnalités connues ou non, déjà établies dans cet environnement spirituel. Il s'agira d'abord de prendre conscience du nouvel état, puis d'en comprendre les mécanismes organisationnels. Il ne serait qu'un nouvel état en devenir. Il apparaît évident que les personnes convaincues d'une vie après la vie seront bien plus aptes à accepter leur nouvel état. La conscience serait indépendante de ces processus d'adaptation. La conscience ne faisant pas partie intégrante de l'univers physique, son indépendance l'amène à compenser les séquelles causées par ce nouvel environnement. Il n'y aurait pas un moment précis qui permette de comprendre le changement d'état. La personnalité de la conscience, dans l'univers spirituel, resterait celle qu'elle était dans l'univers physique. La conscience, en devenir, serait confrontée aux précédentes expériences des vies passées. Elle serait ensuite comparée à un autre niveau de conscience plus élargi, vers un nouveau niveau de réalité. Aussi de nombreuses variations de procédés feraient suite à l'étonnement ou à l'incompréhension des particularités de cette nouvelle situation. Certaines personnes, familiarisées à des sorties corporelles seraient plus aptes à comprendre leur situation de désincarné. Les personnes, qui, de leur vivant, auraient suivi des consignes religieuses de croyance en un au-delà, apparaîtraient également plus aptes à comprendre leur passage d'un état d'incarnation à celui d'un état purement spirituel. Celles qui étaient convaincues de la non-existence d'un ailleurs auraient beaucoup plus de difficultés à admettre leur nouvel état. Leur transition serait, en outre, extrêmement délicate en raison de leur incapacité, temporaire, à pouvoir admettre leur récente situation. Il convient de pouvoir concéder que les notions de temps et d'espace, que nous prenons en considération dans l'univers physique, n'auraient plus aucun sens dans l'univers spirituel. Il y aurait aussi des périodes d'auto-examen. Elles faciliteraient la transition concernant l'avenir de cette conscience. Tout comme dans la vie, l'après-vie rencontrerait des différences d'expériences équivalentes à chaque personnalité. Dans les cas d'expérience de vie après la vie, où les personnes réintègrent leur corps physique, la connexion est restée latente. Dans le cas de la mort, la connexion aura été définitivement rompue. L'univers spirituel aurait-il une concordance avec notre réalité physique ? Notre environnement physique n'aurait absolument aucun moyen de compréhension avec l'univers spirituel. Les concepts tridimensionnels de l'univers physique qui sont faits d'énergie, d'espace et d'objets solides, ne pourraient plus être pris en considération dans l'univers spirituel. Des zones psychiques et mentales prendraient la place sur les notions de distance et d'espace. Les forces
qui régissent la conscience ne seraient pas compréhensibles par celles qui régissent la personnalité physique. Il convient de considérer que la vie dans l'univers spirituel serait plus facile à comprendre dès l'instant où celle-ci fait partie de la logique normale pour la personne en devenir. Le domaine du rêve, au cours du sommeil, serait susceptible de nous insérer dans les mêmes conditions d'orientation rencontrées dans le spirituel. Pourtant notre état physique nous le ferait appréhender plutôt comme chaotique et même bizarre. Le domaine de l'après-vie serait plus facile à comprendre rapidement, si nous parvenions à prendre en considération la signification du monde des rêves. Notre environnement physique ne nous permettrait de ne pouvoir agir consciemment qu'à l'intérieur d'un seul environnement à la fois. Vers une conscience ufologique. Des phénomènes aériens, ne correspondant pas à notre technologie, sont observés en permanence partout sur notre planète. Leurs manifestations sont extrêmement déroutantes. Ces phénomènes seraient étudiés depuis près de 70 ans. Il s'avère qu'ils auraient été présents dans notre atmosphère depuis déjà plusieurs siècles. La présence de ces objets aériens serait, pour une grande majorité d'entre eux, de nature physique, mais pas seulement et pas tous. Ces objets apparaissent vouloir obéir à une attitude volontariste d'une apparente surveillance des matériels nucléaires civils ou militaires. Ils se manifestent souvent par escadrilles et au cours de certaines périodes et sur des zones géographiques bien précises. Leur modèle d'apparition pourrait s'apparenter volontairement à nos divers niveaux de culture. La science, officielle, incapable d'expliquer les natures du phénomène ovni préfère les éluder tout simplement. Il est vrai que leurs apparitions, complètement inconvenantes envers nos schémas de la physique classique, ne permettent pas de les expliciter à l'aide de nos connaissances actuelles. Les phénomènes ufologiques posent un très grave problème de conscience à l'espèce humaine, dans sa globalité. Les interactions causées par ce problème particulier sont efficientes sur nos modes de pensée ou d'intention à leur égard. Ils seraient, apparemment, également capables d'interagir sur notre psychisme. Une étude consciente de ces phénomènes aériens oblige à prendre en considération de nouveaux concepts sur l'information en ce qui concerne son état de réalité, qu'il soit virtuel ou potentiel. Il s'avère, effectivement, que c'est notre conscience qui, en traitant une information, la considérera possible ou réelle. La modification de l'état de conscience de l'espèce humaine, pris dans sa globalité, pourrait être un facilitateur de compréhension. Des modifications de perception sembleraient permettre de pénétrer dans des autres plans de vérité, inconnus à nos cultures. Une nouvelle approche de l'ufologie permettrait de prendre en considération une conscience multidimensionnelle de ces phénomènes d'apparitions aériennes. L'aspect physique de ces objets s'accompagnerait de leur implication psychique. En effet, ces apparitions démontreraient que des intelligences appelées exogènes, qui sont donc extérieures à nos niveaux de conscience et de compréhension, auraient la capacité d'accéder à notre psychisme et connaîtraient ainsi nos modèles de pensée. Leur conscience exogène aurait la propriété d'utiliser des états modifiés de notre conscience pour pouvoir se manifester à notre égard. Ils utiliseraient nos mythes, nos symboles et notre inconscient pour capturer notre attention à de nouveaux paradigmes. Le paradigme étant un modèle cohérent de représentation de notre récente conscience à l'égard des nouveaux édifices de la pensée. Ces nouveaux édifices résultant des données apportées par l'information quantique qui est très différente de notre conscience, actuellement basée sur les applications de la physique classique. Ces paradigmes auraient pour volonté d'établir d'autres modèles de conception de notre environnement, devant être mis à la disposition de notre conscience. Il s'agirait là d'une approche métaphysique qui permettrait de comprendre les implications de notre conscience à de nouveaux concepts de compréhension à la multidimensionnalité du réel. La mécanique quantique nous permettrait d'évaluer que la réalité ne serait pas ce que nous percevons de notre univers physique, mais plutôt une superposition de tous les possibles, soit un volume considérable d'informations en couches superposées. Des modifications de conscience auraient été observées à la suite de rencontres avec des ovnis. Ces études ne résultent pas d'organismes scientifiques.
Cependant, de nombreux chercheurs se rallient à des organismes officieux qui se chargent de la collecte d'informations auprès des témoins. La démarche de ces organismes est d'évaluer le niveau de crédibilité du témoin, en fonction de ses compétences, de son lieu géographique et de ses conditions d'observation ainsi que de sa sincérité. Il est estimé qu'environ 150 millions de témoins auraient été répertoriés à travers la planète, dont le pourcentage de crédibilité n'excéderait pas 20%. À partir de la collecte admissible, des éléments d'étude auraient été déterminés, à partir de 4% des cas sérieusement exploitables. Il convient aussi de prendre en considération que dans les cas de contact, seuls 10% des personnes en apporteraient le témoignage, en raison des campagnes de dénigrement soigneusement orchestrées. Des centres d'intérêt en auraient ensuite été établis. L'approche des relations existantes entre des apparitions ufologiques et de leurs conséquences auprès des témoins résulte des nombreuses implications sur leur conscience. L'interférence entre ces objets et les personnes qui y sont impliquées est flagrante. La relation entre le facteur exogène des observations et les conséquences sur le comportement ultérieur des témoins a pu ainsi être déterminée à partir des influences directement établies. L'importance de ces influences n'est évidemment pas facile à déterminer. Toutefois, des constats sont mis en évidence. L'un d'entre eux consiste d'abord de devoir constater le caractère invasif des consciences exogènes sur les témoins. Les entités, supposées être présentes dans les ovnis discerneraient parfaitement les intentions suscitées par les conséquences de leurs apparitions. Des injonctions particulières apparaîtraient émaner de ces expériences ufologiques sur les témoins, sans que ceux-ci n'aient la faculté de s'y opposer. La perception des témoins semblerait également modifiée, à partir de ces injonctions, en les transposant dans de fausses réalités, concernant les conséquences des observations. Les interférences entre le phénomène ovni et les témoins sont nombreuses. Les témoins ont souvent le sentiment d'être observés, avant même qu'ils aient pu se rendre compte de la présence d'un objet volant ne correspondant pas aux caractéristiques normales de notre environnement aérien. Ces témoins auraient alors conscience que cet objet présentait la volonté délibérée d'être observé. Des témoins affirment être dans l'incapacité de pouvoir agir en pleine conscience, soit par une action télépathique, soit par l'action d'un objet pointé dans leur direction. D'autres catégories de témoins seraient conscientes d'un isolement sensoriel consécutif aux influences exogènes. Ces interférences particulières résulteraient d'observations rapprochées avec ces influences exogènes. Il y aurait aussi une différence de perception de l'espace et du temps. Dans ces interactions, certains témoins se retrouvaient à l'intérieur d'un espace et d'un temps complètement différents de celui où ils se trouvaient avant l'intervention exogène. Il y aurait ainsi une altération de l'état normal de conscience de ces personnes par des phases de silence et d'isolation totale. Il y aurait, pour certains autres témoins, une transmission volontaire d'informations particulières. La particularité résiderait dans le fait que ces informations n'entraîneraient pas de conséquences psychologiques sur la conscience des témoins. Il pourrait s'agir de conventions télépathiques établies par le phénomène exogène. Cependant, d'autres interférences exogènes relatent des conséquences volontaires sur la conscience des témoins. La vie des témoins s'en trouverait alors complètement transformée, y compris leur vision précédente qu'ils avaient et qui concernait l'organisation consciente sur la réalité de la vie. Ces cas particuliers feraient prendre en considération qu'il pourrait y avoir une action volontaire, de la part d'auteurs exogènes, d'interférer sur la conscience humaine. Cela sous-entendrait que cette action exogène délibérée pourrait être considérée comme faisant partie de programmes planifiés. Ils auraient pour conséquence une volonté d'influence sur les modèles de pensée de l'espèce humaine. Il pourrait également y avoir une volonté de substitution de réalité. Ce concept résulterait de la volonté exogène de remplacer la réalité des conséquences de l'interférence volontaire exogène par une situation fictive créée dans l'inconscient du témoin, afin que son témoignage puisse être décrédibilisé à la suite de son récit. Cela accréditerait, soit la thèse d'une volonté de dissimulation de la part de la conscience exogène qui chercherait ainsi à cacher sa véritable action sur notre espèce, soit afin de pouvoir éviter les conséquences traumatisantes de leur action exogène.
Toutefois, les témoignages d'enlèvement démontreraient une totale prise de pouvoir sur les victimes de ces opérations. Il est estimé que plusieurs millions de personnes, à travers la planète, auraient fait l'objet de kidnappings extraterrestres, de façon brutale. Ces personnes enlevées auraient été extrêmement traumatisées par leur expérience. Il s'avérerait que l'interférence volontaire sur les humains à partir des enlèvements correspondrait à une volonté d'action constante et à long terme sur la conscience humaine. Toutefois, il convient de prendre en considération que ces agissements exogènes pourraient avoir des origines multiples, n'ayant pas de relation les unes avec les autres. Ces phénomènes exogènes paraissent vouloir nous faire prendre en considération que nos orientations humaines actuelles seraient vaines d'utilité. La réalité de l'univers physique ne serait pas dans nos croyances, mais dans nos consciences, et notre implication avec une conscience globale devra être mise en évidence. Derrière la structure physique de l'univers et de ses formes, il y aurait un modèle dynamique continu où lorsqu'une de ses parties serait affectée, c'est tout l'ensemble qui le serait également. L'univers physique serait une entité, confrontée à une interdépendance permanente entre ses innombrables dimensions. Le phénomène des interactions exogènes pourrait en représenter un de ces liens. Les symboles du physique. Les objets physiques ne seraient que des symboles. Or, la conscience interférerait avec différents types de symboles à des niveaux différents de la compréhension. L'identité de chaque personnalité utiliserait la conscience pour exprimer une réalité à partir d'un plus grand nombre possible de symboles à travers un symbolisme changeant. Chaque symbole deviendrait alors lui-même conscient et individuel. Le spirituel créerait ainsi de nouvelles réalités devant être explorées. Dans le sens opposé, le spirituel utiliserait la conscience différemment afin d'y sonder sa propre expérience, elle, dépourvue de symboles. Pour chacun d'entre nous, notre représentation physique serait notre symbole le plus évident. Des stades de conscience continueraient à apparaître à partir de l'utilisation des symboles physiques. À un stade plus élevé de la conscience, les symboles n'ont plus leur utilité, la créativité s'exercerait sans leur fonction. À partir des symboles représentatifs, dans l'éveil ou dans le rêve, certains apparaîtraient dans plusieurs zones de la conscience. Les symboles seraient des zones d'indication du stade de la conscience dans lequel chacun se situerait. Les symboles seraient des représentations concernant des réalités dans lesquelles nous serions impliqués. L'univers du rêve apparaît aussi objectif que celui de notre réalité physique. Il s'agirait aussi d'une symbolique dont la réalité se comporterait d'une façon totalement différente. Dans cet autre environnement, aucun enchaînement logique du physique ne serait plus applicable. Il s'agirait d'une autre zone de la conscience dont l'environnement serait totalement différent. Une zone où les sentiments ne seraient plus limités dans un cadre rigide des instants successifs. Ils seraient exprimés d'une façon immédiate où le rythme de la conscience serait accéléré. L'univers physique s'étend dans l'espace, celui de la conscience s'étendrait dans un tout autre contexte. Il se réaliserait dans un état de simultanéité. Les formes de la pensée, par exemple, sont activées bien avant la maîtrise d'un langage. Le son fait lui aussi partie des symboles. Notre capacité à penser, sans qu'elle soit pour autant exprimée, serait elle-même audible à d'autres niveaux de perception. Les symboles multidimensionnels contiendraient toutes les réalités. Des états intermédiaires permettraient d'expliquer les différentes parties d'une personnalité. Dans les différentes étapes de la conscience, des zones correspondant à d'autres systèmes de pensée nous seraient accessibles et inversement, en ce qui concerne notre propre système. La probabilité des systèmes serait une zone ouverte vers de multiples dimensions. Des états de conscience se mêleraient les uns aux autres. Des personnalités, sans réalité physique, seraient susceptibles d'être connectées à notre système de réalité, pour y assurer un rôle de tuteur. Ces systèmes seraient liés à des zones incorporelles de la conscience. Ils le seraient ainsi à des zones indépendantes de la conscience par rapport à la matière. Notre univers physique résulte de la construction par la matière. Il serait pourtant constitué d'une zone d'antimatière. La composition électromagnétique de nos pensées ne pourrait s'accommoder de cet univers si particulier.
La conscience ne serait qu'un attribut de l'identité d'une personnalité. Lorsque l'on parvient à intégrer la conscience comme réalité, on comprend mieux ses différents aspects. Or, savoir utiliser sa conscience permet de mieux comprendre sa propre réalité physique et de pouvoir l'utiliser en sachant qu'il s'agit d'une des multiples réalités. Il y aurait des systèmes de mémoire dans l'organisation de la conscience. Nos systèmes de mémoire seraient tous connectés ensemble. Nous aurions donc aussi une mémoire de nos vies passées. Elle serait le potentiel de notre personnalité. Il conviendrait de prendre en considération que la réalité multidimensionnelle de la pensée enrichit la conscience. Le développement résulterait des pensées et des actes du passé et du futur et aussi par l'acquis des existences alternatives. Des systèmes adjacents existeraient, que nous ne percevons pas, dans les conditions normales de notre organisation physique. Une focalisation alternative permettrait de les recenser comme systèmes probables. La notion de création est difficile à concevoir dans l'univers physique. Notre présence physique nous empêcherait de comprendre que notre cadre de référence présenterait une contradiction entre une action simultanée et une action sans fin. Nos concepts de temps et d'espace nous suggéreraient une existence continue à l'intérieur d'un cadre temporel. Si nous sortons de ce cadre de référence, nous sommes alors contraints de prendre en considération des notions d'action simultanée, inachevée et infinie. Tout se passerait en même temps, sans début ni fin. Une structure achevée supposerait une fin à la créativité, dans un ordre précis. Il y aurait des états accomplis, mais tout en conservant la liberté de création. Cette complexité d'interprétation résulterait des facultés propres à la liberté d'auto-création. Dans le physique, chacun peut utiliser ses propres facultés. L'identité personnelle permettrait d'intérioriser chacune des actions physiques. Le degré de conscience serait proportionnel à la valeur intrinsèque de chaque présence physique, dans cet univers. Chaque personnalité peut décider d'utiliser une partie de son énergie, dans des réalisations apparemment inférieures, pour notre niveau de perception. Les animaux développeraient les mêmes niveaux de conscience individuelle. Pour qu'une identité, quelle qu'elle soit, puisse s'organiser physiquement, elle doit requérir un grand niveau de conscience. Chaque organisme complexe serait très exigeant en la matière, tout particulièrement pour ce qui concerne sa compréhension du modèle d'énergie organisée. Toute conscience a la nécessité de maintenir une forte individualité parmi les ensembles changeants. Tous les animaux, y compris la variété humaine, connaîtraient les périodes de métempsychose. Les périodes transitoires leur permettraient de réaliser des ensembles de conscience. Les facultés, mises en commun, permettraient les changements d'espèce. Chaque identité serait exponentiellement enrichie par les perceptions communautaires. Tout modèle de pensée comprendrait une forme électromagnétique qui serait propulsée dans chaque système de réalité. De la même façon, d'autres systèmes de réalité pourraient transmettre leur modèle énergétique dans le nôtre. Il conviendrait de préciser que, concernant la théorie de l'évolution des espèces, ce serait la conscience, liée à chaque espèce, qui ferait évoluer chaque forme. Ce serait la conscience évoluée qui formerait les multiples schémas. La conscience d'un ensemble n'a pas de rapport avec la construction des atomes, des molécules et des cellules. Elle coordonnerait l'organisation complexe où chacun des éléments, composant l'identité, possède sa propre conscience. Les systèmes théoriques sont développés pour une meilleure compréhension dans l'organisation du physique. Ils n'ont pas de valeur dès qu'ils sont confrontés aux autres systèmes de réalité. Nous serions insérés dans un modèle, spatio-temporel, qui ne prendrait pas en considération ces autres réalités. Notre erreur fondamentale proviendrait de notre incapacité à prendre en considération que, la vie, peut se répandre partout et de manière exponentielle. Dans un tel contexte, le passé, le présent et le futur se confondraient. Il n'y aurait donc pas de logique à ce que le passé serve d'appui. Nous sommes biologiquement et chimiquement une partie intégrante de notre planète, sur le plan physique et énergétique. Notre identité comprend aussi la personnalité et la conscience.
Le temps qui se raccorde à notre identité physique constituerait une partie d'autres événements qui sépareraient les événements eux-mêmes, d'où cette notion d'espace. En fait, ce qui séparerait les événements ne serait ni le temps, ni l'espace, mais notre perception arithmétique de l'organisation psychique de l'expérience. Le rattachement à la multidimensionnalité de la réalité corrige la matérialité dans une forme tridimensionnelle. L'entité comprend la personnalité et l'identité qui peuvent être provisoirement rattachées à ce type d'univers physique, pendant que la conscience serait, elle, partie intégrante de cette multidimensionnalité de la réalité. Les événements seraient composés d'unités possédant chacun leur propre niveau de conscience. Ces unités d'événements formeraient ce qui nous semble être du temps, pendant que les atomes, les molécules et les cellules formeraient ce qui nous semble être de l'espace. Ces unités seraient des sources énergétiques non matérialisables. Chaque cellule a la capacité de se fusionner dans n'importe lequel des organes constitutifs d'un ensemble. Ceci est valable depuis le végétal jusqu'à toutes les formes animales. Les cellules peuvent développer tous les mécanismes perceptifs inhérents à toutes les formes de la vie. Toutes les collections. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Et les populations esclaves sont téléchargeables gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Ces deux collections, également accessibles en livre broché. Au format A4, en collection luxe, tout en couleur, et en livre de poche, sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. Ce dernier ouvrage, humanoïde, est accessible dans les mêmes conditions. La totalité des deux collections ainsi que ce dernier ouvrage, humanoïde, sont en conférence vidéophonique sur YouTube et répartis par chapitre.